Savants sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savants chercher, le podcast qui infuse la science. Alors que le langage nous permet de communiquer et d'exprimer nos pensées, l'écriture, quant à elle, permet de graver la parole et la lecture de la partager. La lecture, c'est une porte qui s'ouvre vers un monde imaginaire, une liberté, un réconfort et bien sûr une nécessité. Nous parlerons dans cet épisode des mécanismes d'apprentissage de la lecture et comment cette action difficile peut engendrer des troubles comme la dyslexie. Notre invitée d'aujourd'hui, la chercheuse Maria Pia Bucci, nous a ouvert les portes de son bureau à l'hôpital Robert Debré à Paris pour nous parler de la dyslexie. J'étudie les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et j'essaie de trouver des marqueurs et des pistes de rééducation pour ces enfants. Nous verrons comment se caractérise ce trouble neurodéveloppemental, quelle est la prise en charge d'un enfant dyslexique et comment les mouvements oculaires mais aussi la musique peuvent être des pistes de rééducation possibles. Bonne écoute, ciao! Faisons connaissance avec notre invité. Nom, prénom, Bucci Maria Pia, surnom, je n'ai pas. lieu de travail, Hôpital Robert Debré à Paris. qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital pédiatrique, donc pour les enfants. Dans quelle équipe? Dans l'équipe, c'est mon équipe, oculomotricité et posture, c'est dans le laboratoire de Pierre Gressens, c'est un laboratoire INSERM, Université de Paris. Le sujet officiel de ta recherche? C'est centré sur l'enfant, sur le développement des mouvements oculaires, de contrôle postural et des interactions viso-posturales. Le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société? Moi, je voudrais développer des techniques de rééducation pour les enfants dyslexiques. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, comment est-ce qu'on lit ? Normalement, lorsqu'on apprend à lire, on apprend bien à faire la correspondance entre le mot qui est écrit, ce qu'on appelle graphème, et le son du mot, qui est ce qu'on appelle phonème. Ok, donc quand un enfant apprend à lire, il sait déjà parler et il va connecter les sons avec les mots qu'il voit. Pour lire, il y a plusieurs mouvements des yeux, qui peut-être on va les expliquer après. Mm-hmm. La convergence, la fixation et les saccades. Il y a aussi la perception visuelle, mais aussi il y a la compréhension et le procédé sémantique pour comprendre le mot qu'on est en train de lire. Quand tout va bien, on commence à apprendre à lire au CP. On apprend à lire au CP et CO1 à peu près, oui. Et quand ça se passe moins bien, qu'on a un trouble de la lecture, du mal pour lire, puisqu'on va parler aujourd'hui de la dyslexie, qui fait partie des troubles des apprentissages qui touchent environ 10% des enfants en France et dans le monde. Du coup, par quoi est caractérisé ce trouble ? Ce trouble est caractérisé d'un retard de lecture important, minimum 18 mois, et l'enfant, bien sûr, il doit être un enfant qui n'a pas d'autres soucis, c'est-à-dire il faut s'assurer que le QI est normal, qu'il n'y a pas d'autres troubles neurologiques, etc. On va prendre le parcours d'un enfant donc qui a atteint de dyslexie pour voir un petit peu comment ça commence, comment il se rééduque, etc. Donc déjà, il est à peu près en CP, il a des difficultés de lecture, mais il y a un truc assez particulier, c'est qu'il faut attendre 18 mois avant de pouvoir le diagnostiquer, si je me trompe pas. Oui, il faut attendre 18 mois pour être sûr qu'il a un retard de lecture, car le développement de l'enfant, et on peut avoir un développement cognitif et un développement moteur, et ils vont pas ensemble. Donc, on peut avoir un enfant de 6 ans qui développe plus le côté moteur et après développe le côté cognitif. Donc, pour être sûr qu'il a vraiment un retard de lecture, il faut attendre ces 18 mois. À l'issue de ces 18 mois, l'enfant est donc envoyé chez un spécialiste pour lui faire passer des examens. Donc il vérifie d'abord, si je me trompe pas, juste la vision et l'audition, si tout va bien, que ça vienne pas de là. Il faudrait vérifier l'audition et la vision d'abord. Il faudrait car c'est pas toujours fait. D'accord. Okay. Alors chez quel spécialiste juste il est envoyé? Où est-ce qu'il va l'audition, on fait un test auditif.
et un test visuel chez l'ophtalmologue, l'orthoptiste surtout, c'est l'orthoptiste. L'ophtalmologue, ok, elle peut dire si elle a besoin ou pas des lunettes. Ça, les parents sont peut-être plus sensibles à ça, parce que l'enfant, il te dit tout de suite, je vois pas, on le sait, cogne très souvent quand elle marche, etc. Mais on a un problème d'émergence. Ça, c'est seulement les orthoptistes qui peuvent voir ça. Oui, comment ça se manifeste, un problème de vergence du coup? Oui, un problème de vergence, c'est que je dois converger les yeux à la distance à laquelle se trouve le mot que je lis. Donc, je dois faire un mouvement de convergence dès que je lis sur mon cahier, mais un mouvement de divergence dès que je lis sur le tableau à l'école. Donc, je dois faire en continu, l'enfant, pendant les heures d'école, il fait en continu des mouvements de convergence et divergence, près et loin. Des mises au point comme un appareil photo. Exact, ouais. Et donc, si ces mises à point sont pas correctes, c'est clair, l'enfant peut voir flou. Il se fatigue à lire, il peut avoir et dans les cas un peu plus graves, il a mal de tête, il a des sens de vertige et donc c'est pour cela qu'après il vient à l'hôpital pour faire des examens plus poussés. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur tous les enfants dyslexiques, des enfants qui ont en fait juste entre guillemets un problème de vergence, soit de vision? On peut pas dire juste un problème de vergence. Très souvent, est mélangé avec des autres déficits. Mais nous, dans une étude, on a montré que à peu près 3/4 des enfants dyslexiques ont un problème de vergence. Donc, une convergence faible. Une fois qu'on a donc vu ces problèmes éventuellement de vision et d'audition, quels sont les examens un peu plus poussés? Alors, oui, après ça, il y a bien sûr l'orthophoniste qui fait la partie plus importante du travail, c'est-à-dire elle va tester vraiment les capacités de lecture des mots, des non-mots, la vitesse de lecture, les capacités de compréhension, les capacités de mémorisation, etc. Ce sont des tests qui prennent pas mal une journée aussi, et à les côtés aussi, ça prend pas mal de temps. Et après, l'enfant, avec une équipe ici, surtout, l'hôpital est un centre de référence de la dyslexie, donc il y a une équipe pluridisciplinaire, et ça c'est très important, qui est dirigée par le professeur Richard Delorme ici au Point Jaune de l'hôpital, et donc toute cette communauté, ces médicaux et paramédicaux décident aussi d'un enfant qui est dyslexique, et après il y a une prise en charge qui va suivre. Alors voilà, justement sur la prise en charge, quel type il y a une rééducation qui est mise en place, quel type de rééducation la prise en charge la plus connue est une prise en charge orthophonique, c'est-à-dire l'enfant va chez l'orthophoniste 2 fois par semaine pendant plusieurs années aussi, et donc quelquefois et là il apprend plusieurs années, c'est variable, okay. Ça dépend aussi de l'orthophoniste, ça dépend aussi de la place que l'orthophoniste a vraiment, parce que sur Paris peut-être on a pas mal d'orthophonistes aussi, mais dans des zones hors Paris c'est pas toujours la même chose. Donc déjà avoir la place pour l'enfant, et après il y a une prise en charge dans un entraînement, comme on a dit tout à l'heure, pour mieux faire la correspondance graphème et phonème, donc pour apprendre mieux à lire. Mais très souvent cette rééducation ne suffit pas. Qu'est-ce qui est mis en place par ailleurs si ça ne marche pas? Oui, alors le problème c'est ça. Pour le moment, on parle de types de dyslexie différents, purement phonologiques ou une dyslexie visuelle. Tu peux nous rappeler exactement? Mais en effet, très souvent, la dyslexie est mixte. Donc l'enfant, il peut avoir un déficit phonologique, mais il y a aussi un déficit visuel et viso-attentionnel. Et donc c'est pour cela peut-être qu'une rééducation seulement phonologique n'est pas toujours suffisant. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas d'autres types de rééducation qu'on peut faire chez ces enfants. Il y a le phénomène de crowding chez les dyslexiques, c'est-à-dire qu'ils voient les mots, les lettres qui se mélangent. Qui se mélangent, donc tu lui essayes de faire des écritures plus larges, pas beaucoup d'écritures aussi dans la même feuille, alors que très souvent les profs ils font sur une feuille A4, ils mettent 4000 documents pour essayer de faire le moins de photocopies. D'accord. Juste pour reprendre, c'est donc les enfants n'arrivent pas à lier ce qu'ils voient avec un son dans leur tête, et en même temps, ils peuvent aussi avoir des problèmes de fixer les mots avec leurs yeux. Correctement, ouais. Ok. C'est ça, les deux, visuels et phonologiques. Il y a aussi un déficit aussi attentionnel, car tous les mouvements oculaires que nous faisons, l'attention est activée. Donc, si les mouvements oculaires sont pas précis, il y a aussi un déficit attentionnel. Et donc, pour ça, il faut de toute façon passer par de l'apprentissage, que ce soit pour bouger ses yeux
ou pour réussir à faire les connexions entre le son du mot et... Qui se concentre plus, qui il y a ça aussi. Qui soit plus attentionné à ce qu'ils font. On passe à une petite rafale de questions autour de la dyslexie. Est-ce qu'il y a moins de dyslexie en Allemagne, par exemple, qui est une langue où toutes les lettres se prononcent? Oui. L'allemand est une langue transparente, donc c'est pour ça qu'on conseille à tous les dyslexiques d'étudier l'allemand et pas l'anglais. Est-ce qu'on peut devenir dyslexique à l'âge adulte? Non, c'est-à-dire la dyslexie, tu peux devenir dyslexique si tu as des problèmes au niveau du cerveau. Donc si tu as suite à un des choc AVC ou des trucs comme ça, ok. Est-ce que la formation des instituteurs aux troubles 10 est obligatoire? Alors, aujourd'hui en France? Je suis pas trop, je connais pas ces choses-là, mais j'ai un mari qui est prof au lycée et qui n'est pas du tout formé. Et quand il a des enfants dyslexiques qu'il a dans son lycée, il me dit, Maria, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que les académies sont en train de faire quelque chose un peu plus sérieux au niveau des maîtresses. Au niveau du lycée, je suis sûre qu'ils ne sont pas formés du tout pour les dyslexiques. Est-ce que c'est génétique? Oui, alors ça c'est sûr, il y a pas mal d'études génétiques maintenant qui sont faites. Il y a une cause génétique et on sait que on l'observe plus chez les garçons que chez les filles. Il y a un rapport 3-1. Donc si le papa est dyslexique, c'est bien qu'il regarde bien son enfant, comme il apprend à lire et qu'il soit suivi le plus tôt possible, pris en charge aussi. On peut aussi quand même bien vivre en étant dyslexique. Bien sûr, alors il y a des dyslexiques, il y a Einstein, je pense qu'il était dyslexique. Je ne veux pas dire une bêtise, non? C'était pas peut-être. Oui. Ouais. Il y a des dyslexiques ça donne de l'espoir, qui peuvent faire beaucoup des études aussi poussées. Je sais qu'il y a le tiers des temps et il y a des médecins dyslexiques. Il n'y a aucun souci, tu peux vivre avec la dyslexie. C'est sûr que tu n'auras jamais le livre avec toi pour le lire le soir à côté du lit. Ouais. Oui, il y a plein de gens brillants qui sont dyslexiques, c'est pas du tout le sujet. On va passer un petit peu plus à un aspect recherche maintenant. Recherche. Donc toi, tu travailles sur les mouvements des yeux chez des enfants qui ont des troubles des apprentissages, entre autres. On le rappelle quand même, les mouvements des yeux, donc c'est quand même quelque chose qui est un mouvement naturel et qui ne s'apprend pas. On n'apprend pas à bouger nos yeux. Pas comme on apprend à marcher. On précise aussi qu'on bouge tout le temps les yeux, même quand on dort. Je vous fais un petit rappel je vous renvoie à l'épisode sur les rêves où on parle aussi de ça. Donc c'est un système, comme on l'a dit tout à l'heure, système visuel qui se développe jusqu'à environ 15 ans. Et la lecture, c'est quand même une action qui est complexe et qui demande un apprentissage vraiment particulier. Et les mouvements du coup de nos yeux dans la lecture, c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est pas un mouvement naturel. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de l'apprendre. Est-ce que tu peux nous dire en quoi les mouvements des yeux des enfants dyslexiques est différent d'un enfant qui sait lire, enfin qui apprend à lire normalement? Oui, alors nous avons, mais des autres équipes aussi, pas seulement françaises, et on a enregistré les mouvements des yeux, on a vu chez les dyslexiques et chez les enfants non dyslexiques, on a vu qu'il y a vraiment chez les dyslexiques un pattern oculomoteur spécifique, c'est-à-dire dès qu'ils doivent lire, les enfants dyslexiques, ils sont très lents à lire, ceci qui implique qu'ils font nombreuses saccades, des petites amplitudes, et ça permet de sauter d'un mot à l'autre. Saccade, c'est quand on bouge les saccades, c'est quand on bouge les deux yeux dans la même direction. Et pour la lecture en français, pour lire un texte, on fait des saccades de gauche à droite, ok? Arrivé à la fin de la ligne, pour recommencer la ligne suivante, on fait une saccade verticale oblique. Et pour commencer à lire la deuxième ligne. Donc, on fait nombreux sauts sur les mots, donc nombreuses saccades, des petites amplitudes chez les dyslexiques par rapport à un enfant non dyslexique de même âge, et on fait des longues durées de fixation. Et la fixation, c'est le moment, le mouvement de l'œil. Le mot. Oui, le plus important dans la lecture parce que c'est le moment pendant lequel l'enfant fixe le mot, essaie de le comprendre et de le lire correctement. Donc, si la durée de fixation est longue, ça veut dire que ces procédés linguistiques ne sont pas bien fonctionnels. Donc l'idée, c'est que non seulement il vise mal avec ses saccades, mais qu'en plus derrière, il garde pas assez d'attention sur le mot pour pouvoir l'assimiler. Oui, et en effet, on a fait aussi une étude avec un étudiant ici. On a montré qu'indépendamment de la lecture, la capacité de fixation elle est plus ou moins mauvaise chez le dyslexique que chez l'enfant non dyslexique de même âge.
Et ça c'est valable pour tous les types de dyslexie, du coup? Alors, oui, en grande partie pour la majorité des dyslexiques. Et cette pattern oculomoteur spécifique a été observé en Italie, chez des enfants italiens, en UK, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, bien sûr, en Grèce aussi, donc dans plusieurs pays. On commence à avoir beaucoup de données là-dessus, quoi. Ouais. L'idée de la recherche aussi, si je me trompe pas, c'est d'essayer de trouver des marqueurs biologiques, une preuve quantifiable pour éventuellement le diagnostiquer plus tôt, comme on disait un peu plus tôt qu'il fallait attendre 18 mois. Est-ce que les mouvements oculaires pourraient servir à ce diagnostic? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que une analyse précise, par exemple, de la fixation, une chose qu'on peut faire aussi chez des enfants plus petits, ok? On a vu que la fixation des dyslexiques est mauvaise, et donc on pourrait voir vraiment si est-ce que cette fixation, elle est déjà mauvaise très tôt chez l'enfant. D'accord. Donc on pourrait avoir des marqueurs précoce avant que l'enfant apprend à lire, c'est-à-dire avant qu'il faut attendre 7 ans et demi, 8 ans. Donc, avant cet âge-là, il faudrait trouver des biomarqueurs qui peuvent nous dire, cet enfant-là, attention, il peut développer la dyslexie, donc tout le monde est activé pour essayer de compenser ces problèmes-là. Il y a certaines études faites par un groupe italien, avec des jeux, toujours. Il peut essayer de voir de préconiser que cet enfant-là, il aura un retard ou pas. Mais c'est encore à un niveau très, très expérimental. Est-ce que le but derrière, c'est de les faire apprendre plus tôt que les autres pour compenser le retard? Non, pas plus tôt que les autres, parce que le cerveau est immature, donc les pauvres ne peuvent pas apprendre plus rapidement que les autres. Au contraire, il faudrait plus de temps. Le fait, c'est d'entraîner les parties du cerveau impliquées dans la lecture et dans les mouvements des yeux, donc tout notre cerveau, parce que plus ou moins c'est grande partie pariétale, frontale et préfrontale, et donc plus tôt on entraîne l'enfant, plus on aura des résultats meilleurs. Donc plutôt que de commencer à lui apprendre à lire, commencer une sorte de rééducation avant d'apprendre à lire. Oui, pourquoi pas, tout à fait. Comment est-ce qu'on mesure la fixation, les saccades, les mouvements? Comment est-ce qu'on mesure les mouvements des yeux? Alors, nous, en laboratoire, on a des oculomètres, des eye trackers, et qui sont de plus en plus précis. On peut arriver vraiment à des précisions très, très élevées. Alors, juste ces précisions, justement, c'est une caméra infrarouge qui enregistre le mouvement des yeux. Oui, qui enregistre le mouvement des yeux. Le problème, c'est que pour le moment, on est obligé d'avoir un casque sur la tête. Et donc, l'enfant, très petit, on peut pas enregistrer les mouvements des yeux parce que on peut pas mettre un casque sur la tête. Oui, parce que ça ressemble à un gros casque de réalité virtuelle, à peu près. Il y a plusieurs types. Ils peuvent être plus ou moins... Et c'est pas adapté pour les petits-enfants, du coup? Différent. Il faut se concentrer Après, aussi. Donc, il faut se concentrer, il bouge la tête. Donc, pour le moment, il y a certains eye trackers qui consistent en une barrette que tu peux mettre à distance, donc des remote systems qui peuvent enregistrer les mouvements des yeux à distance. Mais bien sûr, ça coûte cher et sont pas très précis comme le casque qu'on met sur la tête. Donc, je pense que d'ici à 5-10 ans, on aura des eye trackers plus easy à mettre sur la tête des enfants de 4-5 ans. Okay. Mais ça, faut préciser que c'est des enfants. C'est pas tous les enfants qui passent un examen des yeux avec un eye tracker. C'est ceux qui viennent. C'est que une petite partie. Bien sûr, qui viennent dans les centres de référence qui sont équipés d'eye trackers. Pour le moment, c'est l'hôpital Robert Debré. Donc moi, je vois normalement les enfants qui viennent ici au centre de référence pour enregistrer les mouvements des yeux. C'est pas partout qu'il y a un eye tracker disponible pour voir ça en détail. Donc une fois que ces troubles-là sont bien mis en évidence par donc ce eye tracker qui permet de suivre le mouvement des yeux, comment on rééduque ces mouvements des yeux qui sont justement pas très conscients? Ça doit être extrêmement difficile, non? Oui, alors il y a pas mal de pistes de rééducation. Tu entraînes les mouvements des yeux, tu fais des mouvements des yeux sans t'apercevoir et tu les entraînes en même temps. Donc, il y a petits jeux, il y a des petits paradigmes que nous utilisons en laboratoire. Donc, on peut demander à l'enfant de suivre un petit animal qui bouge de droite à gauche, etc. Donc, essayant de mettre des stimuli, toujours un peu, pas une cible qui n'a pas grand-chose à dire, mais des stimuli que l'enfant peut fixer et l'intéresser à fixer. Et c'est des choses qu'on peut faire à la maison, où il y a besoin... Alors, nous avons essayé de faire une rééducation viso-attentionnelle et informatisée
que l'enfant faisait à la maison. Donc ça, on a fait un papier avec Hugo Père, qui est responsable en bas du centre de référence. Et on a vu qu'il y avait une amélioration au niveau des capacités de comprendre les mots. Et on a fait la même étude en Italie, mais avec une différence, c'est-à-dire les exercices qu'on donnait à faire à l'enfant, ils augmentaient des difficultés. À fur et à mesure que l'enfant faisait bien ses exercices, on augmentait la difficulté de l'exercice. En quelque sorte, on stimulait vraiment l'attention et les saccades oculaires. Et donc là, chez les enfants italiens, on a obtenu des résultats bien, c'est-à-dire 70% d'enfants, ils ont amélioré leur capacité de lecture, c'est-à-dire ils ont raccourci le temps de lecture et raccourci le temps de fixation. Bon, bien sûr, ces choses-là sont au niveau expérimental. C'est pas encore. Il manque. Il faut faire un groupe dans le temps, une grande échelle, une grande population d'enfants, comparer avec les enfants normaux, faire un follow-up, c'est-à-dire ça dure combien cette rééducation. Mais c'est prometteur. C'est déjà en bonne voie. Mais c'est en bonne voie. Et surtout, c'est en bonne voie le fait que l'enfant faisait sa rééducation à la maison, c'est-à-dire que l'enfant, les parents, ils doivent pas aller à droite à gauche et mener tous les jours l'enfant chez le spécialiste, okay? L'enfant le faisait à la maison, 15 minutes par jour, etc. Et quelqu'un était derrière, donc il pouvait vérifier que l'enfant faisait sa rééducation tous les jours, ou que ces jours-là, il l'a pas faite, ou qu'il l'a mal faite, etc. Donc il faut aussi avoir un feedback de la rééducation faite à la maison. Un suivi, Et puis ça a coûté, en termes d'investissement, ça peut être fait sur l'ordinateur ou sur une tablette, donc c'est pas, Les parents peuvent prendre le relais à la maison, c'est ça qui est intéressant avec cette méthode-là, quoi. Oui, en effet, les parents en Italie ils étaient très contents. Ils demandaient aussi de continuer la rééducation une fois terminé l'étude. Donc ça, c'est prometteur aussi, et ça peut envisager des autres solutions. Une raison particulière pour travailler avec l'Italie ou... Oui, bon, bien sûr, c'était à Gênes, donc moi je suis de Gênes. J'ai dormi à la maison chez papa et maman, donc c'était génial. La question d'Adrien. Je voulais juste revenir sur quand les enfants dyslexiques font des tâches comme la lecture, l'écriture et le calcul selon les enfants 10 d'ailleurs plutôt que les dyslexiques, ça demande énormément d'énergie. Donc la rééducation c'est pareil, et donc d'où l'importance de trouver des moyens de rééducation qui sont un peu ludiques voire amusants pour l'enfant. Il y a de nombreuses recherches qui creusent dans ce sens-là. Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous parler du professeur Habib à Marseille et de ce qu'il fait avec la musique? Oui, j'ai lu un papier de Monsieur Habib à Marseille qui a entraîné les enfants dyslexiques en faisant de la musique, donc à écouter et à faire de la musique même. Donc cet entraînement a apporté une amélioration de la compréhension des mots qui étaient lus, et donc ça montre que tu peux faire des rééducations pas seulement en entraînant l'enfant à lire les mots, chose qui est un entraînement visuomoteur. En plus, ça demande c'était du piano, c'est ça? Et c'était du piano. Il y a aussi une autre rééducation faite par Faccoetti à Padoue, en Italie, qui a fait jouer les enfants à des vidéogames actives, donc des vidéogames où tu utilises la poursuite, le système magnocellulaire, donc les saccades oculaires, la vergence. Donc ces jeux-là, te permet de stimuler, d'entraîner les mouvements oculaires, donc l'attention, et donc ces enfants ils lisaient mieux. Donc faire jouer avec des Game Boy les enfants, je pense que on comprend que ça marche bien mieux les jeux vidéo que. Et puis ça doit plus les intéresser que. C'est plutôt malin. Chez l'orthophoniste. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être fait à la maison, éventuellement. Donc faites de la musique et des jeux vidéo. Oui, c'est vrai que c'est... Active, parce qu'il y a des jeux vidéo actifs et passifs. Ah. Donc c'est ça l'importance. La question de l'or. On sait que la dyslexie et les troubles d'apprentissage de manière générale sont en constante augmentation. Dès la première question, est-ce qu'on sait pourquoi partout dans le monde? Et est-ce que le fait justement peut-être d'être sur nos téléphones portables et les écrans à loucher constamment dessus, est-ce que tu penses que ça participe à l'augmentation? Oui, alors par rapport à la première question, oui, c'est vrai qu'il y en a plus, en plus peut-être parce que on arrive à faire un screening meilleur, et je pense que il y a 30 ans, un diagnostic meilleur. Il y a 30 ans, on savait pas bien qu'est-ce que c'était la dyslexie, comment on pouvait la diagnostiquer, ok? Maintenant, on peut faire ça, donc ça c'est grâce à la science aussi, qui fait toujours des pas importants. Alors, il y a, c'est sûr, un lien avec les écrans et les troubles développementaux en général.
J'ai pas, à ma connaissance, des études qui montrent vraiment que c'est lié, la dyslexie est liée à l'utilisation de l'écran. Mais c'est sûr que, par exemple, pour des troubles visuels comme l'insuffisance d'émergence, l'utilisation d'écran peut influencer ces troubles visuels. Et donc, ça, c'est sûr, il faudrait essayer d'utiliser pas en continu les écrans. Mais par contre, tu nous disais avant que ça a été montré quand même que ça participait à l'hyperactivité. Oui, et l'hyperactivité et l'autisme, il y a des études qui suggèrent ça, c'est-à-dire que plus on utilise ces écrans, surtout à l'âge petit, quand on est encore de petits enfants, ça peut développer ces troubles-là. Il y a une étude des pédiatres américains qui a montré une forte corrélation entre utilisation d'écrans vidéo et hyperactivité. Le génie de la lampe. Donc il va falloir faire un peu preuve d'imagination. Si j'étais un génie et que tu avais un vœu pour faire avancer tes recherches, quel serait-il ? Des collaborations avec des sociétés, des personnes intelligentes qui ont de l'argent pour développer ces rééducations-là, surtout pour la dyslexie, mais aussi il y a les autres pathologies qu'on a dit tout à l'heure, hyperactivité, autisme, on pourrait faire des belles choses. Mais très souvent, il y a la difficulté de l'argent, du personnel à trouver, mais aussi il y a les difficultés, surtout pour la dyslexie, de mettre ensemble les orthophonistes, les différentes hypothèses de la dyslexie, hypothèse phonologique, hypothèse visuelle, hypothèse d'un déficit du contrôle moteur, etc., de mettre ensemble toutes ces personnes spécialisées dans la dyslexie et commencer à parler entre nous. Peut-être on arrivera un peu plus à faire des pas importants pour les dyslexiques. Oui, parce que c'est une maladie multifactorielle et donc il faudrait du coup traiter tous ces différents facteurs avec les différents spécialistes de ces facteurs-là. Oui, il faudrait que les spécialistes se parlent entre eux. Donc, chose que c'est pas tout à fait simple. Donc orthophoniste, orthoptiste, chercheurs dans tous les champs, médecins, ceux qui gèrent la posture, etc. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un centre qui réunit toutes ces disciplines-là pour lutter contre la dyslexie. Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'existe pas une rééducation pluridisciplinaire. Ouais. On va voyager un petit peu dans le temps avec toi, si tu veux bien. Premier saut dans le temps, pas bien loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée ? Hier, j'ai eu des Israéliens qui sont venus ici, d'une société israélienne. J'ai parlé avec eux toute la matinée et on a discuté de la dyslexie et pour développer des projets sur la dyslexie. Pour le moment, pour développer un système de diagnostic, donc pour la dyslexie. Après, dans l'après-midi, on a vu un enfant hyperactif. On a examiné un enfant hyperactif. Donc avec que tu as fait passer sur J'ai fait passer sur l'eye tracker et aussi des autres tests qu'on fait ici, des routines. Et après, j'avais un article à réviser. Et après, je suis rentrée, je suis allée à la gym pour me vider la tête. Et donc maintenant, dans 30 ans, quelles pourraient être les conséquences de tes recherches ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça va devenir ? Alors, dans 30 ans, j'aurai 80 ans, donc je pense pas que je serai encore là. Alors, j'espère que dans 30 ans, non, on a fait vraiment des gros pas sur cette pathologie-là. Parce que c'est pas possible que la dyslexie a été diagnostiquée il y a plus d'un siècle et elle est encore là, donc rien est résolu. Donc j'espère vraiment que dans 5-10 ans, les choses seront résolues. Mieux traité, mieux diagnostiqué. Mieux traité, mieux diagnostiqué et donc beaucoup plus simple aussi pour les enfants, aller à l'école, etc. Plus simple pour tout le monde, parents, maîtresses, enseignants en général. Ouais, rappelons, c'est vraiment pas anecdotique, c'est 5-10%, c'est ça? Oui, c'est 110% dans tous les pays à peu près. On peut avoir des pays où c'est plus important que l'autre, mais aussi en Chine, par exemple, que la lecture, elle est pas du tout comme chez nous. Il y a cette typologie des mouvements oculaires qui est pareil. Donc, tu vois, c'est pas vraiment lié au mot même, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut unir le puzzle et mettre tout le monde à travailler sur cette chose-là.
Est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle à nous raconter? Ça peut être des expériences qu'on pas réussi. Alors, des expériences qu'on n'a pas réussi, c'est toujours là. C'est-à-dire, moi, je dis toujours aux étudiants, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ok, donc très souvent, on fait des grosses bêtises, on oublie de toucher un bouton et donc on n'enregistre pas les mouvements des yeux, on fait mal le calibrage, etc. Mais bon, ça, c'est normal. Je dis aux étudiants vraiment de faire bien, d'apprendre bien step by step les choses, et c'est comme ça que on est toujours des élèves à tous les niveaux. Il y a des enfants quelquefois qui se sont mis à pleurer, donc là je m'arrête tout de suite. C'est-à-dire si je les mets dans le noir, je fais des tests un peu plus complexes. Je vois qu'ils n'arrivent pas à suivre, donc je m'arrête tout de suite. J'ai des sucettes à donner, j'ai du coloriage à donner. Donc là je suis très sensible. Bon, je suis maman, donc là je m'arrête et je dis non, la science elle peut pas faire ça. Oh, mais j'adore l'abstrait. l'abstrait. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un film, une expo Alors moi cette année, pour la première fois, j'ai participé à la Semaine du cerveau, que c'est une activité intéressante de développer en France, mais dans tous les pays, dans tout le monde, qui c'est de comment divulguer l'étude du cerveau. Donc je suis allée dans un lycée. Et j'ai vu des élèves de première S très intéressés à mieux comprendre qu'est-ce que ça se passe dans notre tête. Donc j'invite, c'est en mars tous les ans, et il y a plein d'activités aussi au Palais des Découvertes, au Cité des Sciences, à la Villette, etc. Et c'est à Paris et partout et en France d'ailleurs. Ouais. Bon, on mettra les liens dans la description du podcast. Merci Maria de nous avoir reçus ici à Robert Debré, dans tes locaux, qui me rappellent des très bons souvenirs puisque j'ai travaillé il y a quelques temps avec toi. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Et chers auditeurs, retrouvez un nouvel épisode dans 2 semaines. Tous les 2 semaines. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. J'y vais? Ouais. Bon, alors, le message, c'est que je suis toujours preneur des dyslexiques, d'enfants et aussi des adultes, parce qu'ici, on voit que les enfants, ok? Donc, si vous êtes intéressé à faire un pas dans la recherche, voir vraiment qu'est-ce que ça se passe au laboratoire, prenez rendez-vous avec moi par mail ou par téléphone, et on peut fixer un jour, au mercredi ou samedi, pour se voir, et on va bien amuser ensemble.